c'est la sidération et c'est le chaos. En fait, c'est la première chose, c'est le choc, comme un traumatisme. Donc voilà ça c'est un des mots que je retiens. C'est un travail au quotidien, de longue haleine. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, brûler les étapes, parce que sinon on s'épuise et au final on est plutôt dans l'erreur. Et ensuite, ce qui en ressort également, un an et demi après, c'est la solidarité, la résilience. C'est le but pour nous aujourd'hui, c'est de réaliser ces retours d'expérience pour justement ne pas minimiser cette crise de cybersécurité, puisque ça nous est arrivé et malheureusement ça continue d'arriver dans d'autres établissements et ça continuera. Bienvenue dans les podcasts de BDI. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité. Le 9 février 2021, le centre hospitalier de Dax faisait l'objet d'une cyberattaque anéantissant son système d'information. Retour d'expérience en compagnie de Nicolas Terrade, responsable sécurité des services informatiques du centre hospitalier de Dax, Arnaud Meunier, responsable sécurité des services informatiques au centre hospitalier de Cornouailles-Quimper-Concarneau, et Gilles Laroche, chef de projet au sein du groupement de coopération sanitaire e-santé Bretagne. Alors pour commencer ce podcast, première question, Nicolas Terrade, Arnaud Meunier et Gilles Laroche, que retenez-vous de l'attaque qu'a subi le centre hospitalier de Dax en février 2021? Je vais commencer. Donc moi, la première chose que je retiens, et c'est un mot qui est beaucoup ressorti dans les interviews des différents agents de l'hôpital de Dax, donc qui nous ont fait le plaisir de témoigner, puisque aujourd'hui on est ici avec Nicolas Terrade, RSSI de l'hôpital de Dax, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont témoigné. C'est la sidération et c'est le chaos. En fait, c'est la première chose, c'est le choc, comme un traumatisme. Voilà ça c'est un des mots que je retiens. Un autre mot que j'ai retenu et qui a vraiment fait écho, parce que en fait, quand on est RSSI d'un établissement qui n'a pas été cyberattaqué, en fait, on écoute des gens comme Nicolas pour pouvoir s'y préparer. Et il y a un mot important qui ressort, c'est marathon. C'est-à-dire, c'est pas un sprint, en fait, le diagnostic, la remédiation, le retour à la normale du système d'information, c'est forcément un marathon. Il ne faut pas partir trop vite parce qu'il y a de l'épuisement. Moi qui les côtoie maintenant depuis, je dirais, 18 mois, je pense qu'on se connaît depuis 18 mois, là, Nicolas ainsi que d'autres professionnels de l'hôpital, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de fatigue. Fatigue physique, fatigue psychologique, parce que c'est épuisant de devoir produire la même chose sans en avoir tout l'outillage nécessaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je retiens. Après, les autres choses que je retiens sont très simples, c'est tous les aspects liés à l'organisation de la crise, la gestion des médias, la difficulté en fait à se concentrer sur le sujet qui pose problème. Donc voilà en quelques phrases, moi, ce que j'ai retenu. Et, à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je remercie sincèrement et profondément l'hôpital de Dax qui a aidé tout le monde, toute la communauté, parce que c'est important, nous, de préparer en fait nos établissements à un tel impact, de façon à en réduire la portée. Gilles Laroche, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces déclarations d'Arnaud? Moi, de mon point de vue, bien sûr, c'est à partir des témoignages qu'on a pu voir, mais c'était ce qui était impressionnant au niveau des témoignages, c'était justement qu'on retrouvait exactement toutes les caractéristiques de la crise cyber. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, la sidération, la fulgurance des impacts, et ça, chacun en parle. Et puis après, le temps long, l'inscription dans un temps long, c'est-à-dire que les impacts, effectivement, à court terme, mais surtout à moyen terme, voilà, ça va prendre du temps de remettre le système d'information en place. Et puis surtout, on voit les conséquences dans les services des unités de soins, où là on est vraiment désemparé et on voit derrière le côté avec les patients, quand on parle de la radiothérapie. C'est ça qui m'a le plus marqué, c'est toute la partie radiothérapie, où là effectivement on est sur une spécialité qui est complexe et qui nécessite, je ne savais pas d'ailleurs que les médecins justement de Dax allaient, du coup, comme les appareils de radiothérapie n'étaient pas disponibles, et du coup aller accompagner les patients effectivement dans d'autres hôpitaux justement pour que les patients réalisent leurs soins. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué aussi.
Enfin, Nicolas, 1 an et demi après l'attaque, qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette attaque? Pour compléter, effectivement, juste le mot marathon, effectivement. C'est un travail au quotidien, de longue haleine. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein, brûler les étapes, parce que sinon on s'épuise et au final on est plutôt dans l'erreur. Et ensuite, ce qui en ressort également, 1 an et demi après, c'est la solidarité, la résilience. C'est-à-dire que les agents du centre hospitalier ont tout de même continué leur activité, chose qui n'aurait pas été, je pense, certaine dans une activité plus industrielle. Alors que là, adaptabilité, vraiment, ils ont su s'adapter, ils ont su continuer leur activité, euh, prodiguer des soins, sans forcément avoir les antécédents, les pendules, etc. Et voilà, et solidarité, vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup d'appui de la part de l'ensemble des services, de la part de l'ensemble des agents, en règle générale, que ce soit administratif, médical. Voilà, donc ça c'est plutôt 1 an et demi après, toujours pareil, j'aurais peut-être pas dit ça au début de la cyberattaque, mais 1 an et demi après, on a vraiment été, entre guillemets, solidaires tous ensemble, et on a mené ça vraiment de front, quoi. Euh, et 1 an et demi après la cyberattaque, comment vous décririez l'activité du centre hospitalier de Dax? Alors aujourd'hui, on est revenu à un système, on va dire, plutôt plus ou moins optimal. Alors après, il y a peut-être encore 2-3 tours de clé de tournevis à mettre, on va dire. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on en a aussi profité énormément pour reconstruire tout un nouveau système et surtout upgrader son niveau de sécurité. Forcément, hein, on a implémenté le système avec de nombreuses briques de sécurité et on en a profité également pour mettre à jour l'ensemble du système. Chose qui aurait été très compliquée, qui nous aurait pris au bas mot entre 3 et 4 ans pour en arriver là où on en est aujourd'hui, alors qu'on l'a réalisé en moins d'une année. D'accord. Et est-ce que après l'attaque, d'autres établissements de santé vous ont contacté? Alors on a été, oui, très fortement sollicité, que ce soit par les autres centres hospitaliers, que ce soit par les instances publiques, que ce soit par les instances étatiques. Donc on fait de nombreux rétex. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de réaliser ces retours d'expérience pour justement ne pas minimiser cette crise de cybersécurité, puisque ça nous est arrivé et malheureusement ça continue d'arriver dans d'autres établissements et ça continuera, étant donné que c'est un vecteur qui est quand même très porteur financièrement parlant. Donc voilà, le but, c'est vraiment que chaque établissement puisse se préparer, puisse faire face effectivement à ces attaques et qu'on évite d'en arriver là où nous, on en est arrivé, c'est-à-dire avec un blackout total et une inactivité sur notre système d'information. Gilles Laroche, est-ce que selon vous, le centre hospitalier de Dax fait office d'exemple en matière de cyberattaque? Dernièrement, on a vu que c'est le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes qui avait été attaqué, et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Sur les retours d'expérience, c'est vraiment un modèle, effectivement. Et on peut vraiment les remercier, justement, sur ces rétextes qui sont sont très complets. On l'a encore vu ce matin avec la présentation de Nicolas. Et ensuite, sur le témoignage des professionnels également, hein, qui effectivement témoignent de ce qui s'est passé. Et ça, c'est des témoignages qu'on n'a pas du tout. Aujourd'hui, on a plutôt des témoignages de directeurs de systèmes d'information, de responsables du système d'information, de sécurité du système d'information. On n'a pas ces témoignages-là, justement, de professionnels et qui, du coup, ça nous permet justement de sensibiliser, du coup, les autres professionnels, ce qui comprennent, ce qui voient ce que c'est une cyberattaque et les impacts que ça peut avoir. Donc c'est vrai que par rapport à Corbeil-Essonnes, effectivement, il y a des choses qui sont très médiatisées. Effectivement, voilà, on voit que effectivement, dès qu'un établissement subit une cyberattaque, beaucoup de médiatisation effectivement sur le. Arnaud Meunier, je me tourne vers vous désormais. En tant que RSSI d'un centre hospitalier, comment on réagit quand un collègue est touché par une cyberattaque de cette ampleur? Déjà, on parlait de réaction. Il faut savoir que la cyberattaque, c'est notre menace numéro un quand on est RSSI. On ne craint qu'une chose, c'est la grosse cyberattaque qui va en fait pendant des mois vous empêcher de fonctionner avec des fuites de données qui sont être importantes et qui peuvent donc pénaliser et léser le patient. Avec votre vie aussi, tout à fait professionnelle, qui va quand même changer, parce qu'on voit bien, Nicolas le disait, il faut aussi être honnête et transparent là-dessus. C'est un investissement énorme pour réussir à continuer à prodiguer des soins. Donc moi, mes réactions, elles sont doubles. Elles sont une réaction en disant, bah, ça continue.
donc comme le disait Nicolas tout à l'heure, ça ne va pas s'arrêter parce que c'est un business lucratif. Deux, vous dites les pauvres, donc là c'est l'empathie. Puis trois, vous dites très humainement et très, très bassement, côté moins joli de la nature humaine, ouf, c'est pas moi. Tout simplement parce que vous savez que lorsque ça va arriver, vous allez être exposé à une situation extrêmement stressante. Il faut savoir que le RSSI, essentiellement, ses missions, c'est des missions de prévention. Donc c'est réduire le risque pour que ça ne pète pas. Et donc le système d'information reste disponible et qu'il n'y ait pas de rupture de la confidentialité, que les données soient consultées par des personnes non habilitées. C'est ça notre métier. Et donc voilà ce qu'on redoute. Et finalement, on se retrouve dans une activité de prévention où vous êtes finalement, vous faites le travail de longue haleine, à une activité où vous êtes je dirais, le centre d'intérêt de tout l'hôpital, qui compte sur vous. Heureusement, pas uniquement sur vous, il y a bien d'autres personnes qui participent à un rétablissement d'un système d'information, bien entendu toute la DSI. Et donc, vous voyez, il y a ces deux facettes du métier. Et forcément, plus on retarde le moment où ça arrive, plus on gagne du temps pour se préparer. Clairement, ma stratégie pour l'année 2023, j'ai 5 axes sur la cybersécurité, prévention, protection, détection et réponse à incidents de sécurité, résilience et gouvernance et conformité. Mon objectif numéro 1 face à la menace numéro 1 qui est le rançon logiciel, c'est la réponse à incident de sécurité. Notre niveau de protection étant trop faible par rapport aux forces des cyberattaquants, il faut admettre qu'on est très exposé. Si on est très exposé, il faut se préparer. Et voilà ce que, moi, en termes de réaction, ce que ça m'inspire. Alors, vous parliez du quotidien du RSSI, et justement, est-ce que l'attaque qu'a connue le centre hospitalier de Dax a modifié votre quotidien? Votre perception du métier a-t-elle évolué à la suite de l'attaque? Quand on mesure effectivement la profondeur, la violence de l'attaque, et quand on échange avec l'ensemble des professionnels, en fait, on mesure en fait l'impact. La difficulté, c'est que quand quelqu'un d'autre que vous connaît un sinistre, vous savez pas parce que vous n'avez pas connu vous-même le sinistre. Donc le sinistre numérique, là en l'occurrence, vous avez beau échanger et écouter, parfois c'est pas suffisant. Vous voyez, vous avez besoin de connaître un peu mieux les personnes. Là prochainement, je vais me rendre à l'hôpital de Dax aussi pour échanger plus en profondeur avec les professionnels de santé. C'est de comprendre en fait ce qui va nous arriver et qui nous arrivera. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas faire notre premier job et première mission qui est de protéger la continuité des soins au sein de l'hôpital. Du coup, je me tourne vers vous, Nicolas Terrade. Est-ce que l'attaque que vous avez connue, vous étiez vraiment dans l'œil du cyclone à ce moment-là, est-ce que ça a changé votre quotidien et votre perception du métier? Alors maintenant qu'on est revenu à un système, on va dire, qui fonctionne de manière optimale, on fait un focus beaucoup plus important sur l'aspect sécurité. C'est-à-dire que dans le cadre des projets, des nouveaux projets, et même des anciens, on imbrique en fait cet aspect sécurité dès le départ. Alors ça sous-entend forcément une latence dans le cadre de la gestion du projet, mais ce n'est pas une latence négative en fait, c'est une latence plutôt positive qui permet d'implémenter une couche de sécurité qui nous permettra d'éviter par la suite de mauvaises surprises. Donc ça a changé également dans le fait qu'on a un poids supplémentaire par rapport à la prise de décision. Par exemple, on a un éditeur qui n'a pas réussi à répondre à nos prérequis, donc ça nous a permis effectivement de changer de solution, ce qui n'aurait pas forcément été le cas avant la crise de la cyberattaque. Voilà, donc après oui, aujourd'hui on maîtrise beaucoup plus notre SI que ce n'était le cas avant cyberattaque, de par le fait tout simplement en fait, qu'on a reconstruit tout un nouveau système, certes en un temps record, hein, en une année, mais ce qui a nécessité effectivement une montée en compétence de l'intégralité des agents de la DSI. Donc on a pu, entre guillemets, optimiser et surtout augmenter les compétences de l'ensemble de nos agents. Et c'est ce qui nous permet également de travailler de façon beaucoup plus sereine, puisqu'en fait on maîtrise notre système. Mais le plus compliqué aujourd'hui pour nous, c'est de maintenir ce niveau de sécurité. Il ne faut surtout pas, entre guillemets, s'endormir sur ses lauriers. Il ne faut surtout pas se dire, ok, le job est fait, maintenant c'est aux autres. Pas du tout.
mais absolument pas. Il faut continuer à maintenir ce niveau de sécurité pour la simple et bonne raison, c'est que les attaquants pourront revenir éventuellement. Donc voilà, il faut qu'on continue, entre guillemets, à travailler sur l'ensemble des projets, l'ensemble des process, continuellement. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, lors de votre intervention, vous évoquiez l'attaque comme une chance, entre gros guillemets, parce que justement, elle a eu un impact sur toute la vision que le personnel hospitalier se fait d'une cyberattaque. Est-ce que c'est vraiment palpable? Alors une chance, 1 an et demi après, oui, je dis que c'est peut-être qu'on a eu effectivement cette chance-là. Je ne vous cache pas que le jour J, je ne parlais pas de chance, je parlais plutôt de chaos, comme ça a été si bien dit. Pardon. Donc voilà, donc c'était vraiment le chaos total. Aujourd'hui, les agents du centre hospitalier, effectivement, sont, de par la nature de ce qu'ils ont connu, très sensibilisés. Mais toujours pareil, on doit continuer cette sensibilisation. Aujourd'hui, on nous remonte de façon naturelle certains mails qui leur paraissent potentiellement malveillants. Donc après analyse, on leur indique ou pas si le mail est avéré. Mais en tout cas, voilà, les agents de nature, du coup, aujourd'hui, sont très sensibilisés, sont très attentifs, mais c'est pareil. Si on ne maintient pas cette sensibilisation, ce degré d'alerte va baisser au fur et à mesure du temps. Et donc c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on doit le maintenir à son plus haut niveau pour que ça continue sur cette lancée en fait. D'accord. Est-ce que du coup la direction a mis plus de moyens peut-être pour justement prévenir ou parer à ce genre d'attaque? Alors, quand on a pris la décision de reconstruire le nouveau système, on a décidé de rajouter des briques de sécurité. Donc là, effectivement, oui, on a eu l'accord de la direction pour rajouter ces briques de sécurité, ne serait-ce que pour qu'on évite de reconnaître une telle situation. Maintenant, voilà, nous devons maintenir, ne serait-ce que le maintien en condition opérationnelle de ces solutions-là, renouveler les abonnements, etc. Donc tout ça, ça a un coût qui est prévu aujourd'hui dans notre budget, qui n'était pas forcément avant la cyberattaque. Cependant, en termes notamment de TP, donc d'agents, on n'a pas forcément eu, entre guillemets, le nombre d'agents que l'on aurait souhaité, ne serait-ce que dans vraiment une cellule SSI dédiée à la gestion de cet aspect de cyber. Arnaud, même question. Est-ce que l'attaque a-t-elle eu le même impact sur la vision que se fait le centre hospitalier de Quimper-Cornouailles sur les problèmes de cybersécurité, les problématiques de cyberattaque? Et est-ce que votre direction a elle aussi alloué un peu plus de moyens à la suite de l'attaque du centre hospitalier de Dax? Je dirais que, hélas, grâce aux cyberattaques, en fait, ça, et toute la médiatisation qui en découle, et notamment enfin, le changement d'air que l'on a vécu lors des attaques de l'hôpital de Dax et de Villefranche-sur-Saône, qui ont lieu à la même période, c'était début février 2021. Ce qu'on a pu constater, c'est que le président de la République, le ministre de la Santé se sont emparés du sujet. Jusqu'à présent, le sujet cybersécurité, il ne montait pas aussi haut dans les strates de l'État. Et ça a été un changement. En fait, il y a eu une ère avant et une ère après. Alors quand les médias reprennent, les médias nationaux, régionaux, locaux, reprennent ces cyberattaques, bah forcément ça sensibilise tout le monde. Donc là où le travail qu'on faisait de sensibilisation au quotidien, où on était un petit peu écouté, bah forcément les médias travaillent pour nous. Et je dirais, c'est une autre façon en plus de présenter le risque. Puis le risque, si vous ne le voyez pas arriver aux 20h, bah, c'est pas la même chose. Donc oui, moi je dis, hélas, je préférerais, il y a 10-15 ans, on n'était pas embêtés avec les cyberattaques. Je préférais d'être responsable de la sécurité sans cette épée de Damoclès où quand vous quittez le vendredi soir, vous dites, parce qu'ils attaquent souvent le week-end ou en nuit profonde, bah, vous inquiétez toujours en disant je vais être rappelé. Concernant votre deuxième question sur le positionnement de la direction, justement, ça a été tout l'objectif, moi, dans le travail que je mène dans mon organisation, c'est d'embarquer, alors la direction, je dirais les directions, c'est-à-dire les directions des médecins, les directions des soignants, les directions administratives, le directeur de l'hôpital, c'est de les embarquer en fait dans le sujet cyber, parce que la sécurité, la cybersécurité, c'est loin des prérogatives d'un hôpital, c'est la production de soins. On est un service support, on est là pour assurer la continuité de la production de soins. Et effectivement,
ça a permis au moins de sensibiliser le sujet, d'accéder à des niveaux d'échange avec le management qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est indéniable. En revanche, il reste bien entendu à apporter des ressources, je dirais, moins financières qu'humaines, parce que il y a de nombreux programmes de l'ANSSI qui nous permettent aujourd'hui, via des financements extérieurs, d'avoir du financement. Donc, pour moi, le financement, c'est derrière moi. Ce dont j'ai besoin dans notre type de ressources, c'est les ressources humaines. Des gens de maîtrise d'œuvre, sécurité des systèmes d'information qui vont installer, paramétrer et exploiter les solutions cyber. Qu'est-ce qui est mis en place à l'échelle de la Bretagne pour prévenir et anticiper d'éventuelles attaques dans le domaine de la santé? Aujourd'hui, c'est vrai, au niveau régional, on travaille sur deux axes, sur plusieurs axes. On va citer trois. Déjà, c'est créer des liens entre les RSSI pour qu'ils puissent échanger justement sur les incidents qu'ils ont eus, faire des retours d'expérience. Voilà, donc ça c'est très important déjà, créer des liens entre eux pour qu'ils puissent partager leur retour d'expérience sur des incidents ou sur des problématiques qu'ils adressent et qui n'arrivent pas forcément à résoudre, et à plusieurs effectivement, ils arrivent à résoudre ces problématiques. Le deuxième point, ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, c'est la sensibilisation des professionnels, notamment à travers des outils qui permettent de faire des campagnes de faux mails, aussi des modules de sensibilisation qui sont vraiment spécifiques au secteur de la santé, sur des gestions à risque pour les professionnels. Et le troisième, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est parti, c'est une des priorités justement des responsables de sécurité de la région de Bretagne, c'est d'avoir effectivement un partenaire, un prestataire de réponse à incidents de sécurité, et également avoir des prestataires pour pouvoir les préparer à gérer ces crises-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a une dynamique là-dessus et un marché régional, voilà, où en fait, on va choisir, ils vont choisir les prestataires qui vont pouvoir les accompagner en cas d'incident, d'incident potentiel, de levée de doute, ou alors vraiment en cas d'incident avéré. Et surtout, bon, ce qui est aussi intéressant de ce marché, c'est vraiment pouvoir disposer de prestations qui leur permettent vraiment de se préparer au mieux le jour où, éventuellement, ils auront un incident de sécurité. La région Bretagne, comme d'autres régions en France, vont être dotées de moyens. À l'échelle de la Bretagne, c'est l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie et la santé qui sont les 4 secteurs prioritaires de la région dans le cadre du lancement du campus cyber. À horizon 2023, la région disposera de son propre CSIRT. Que vont apporter le campus cyber et le CSIRT aux professionnels de santé à l'avenir? Alors sur la partie CSIRT, effectivement, alors il y a un CERT, c'est vrai qu'aujourd'hui les divisions de santé dépendent plutôt du CERT santé, mais effectivement des CSIRT régionaux, ça peut être très intéressant de faire le lien, nous qu'on puisse faire le lien aussi avec ces CSIRT régionaux, justement pour pouvoir par rapport à des services qu'ils pourraient proposer, qui pourraient être intéressants pour les établissements de santé, de se rapprocher d'eux, c'est tout à fait... parce qu'aujourd'hui le CERT santé est national en fait, donc les CERT vraiment régionaux, ça peut être vraiment un point d'appui sur certaines actions qu'on pourrait mener. Voilà, et puis le campus cyber régional, ben, c'est vrai que toute la partie écosystème, avoir sur un même lieu les différents industriels pour qu'on puisse justement se rapprocher de ces industriels de la cybersécurité pour créer des synergies avec eux. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Voilà, on le voit dans d'autres régions, là je l'ai vu dans d'autres régions, il y a eu un témoignage lors de l'European Cyber Week là, du CSIRT du campus Nouvelle-Aquitaine, et on voit que c'est vraiment très très intéressant, quoi. Si on arrive à faire la même chose, effectivement, même en mieux, en Bretagne, c'est top, ce serait top. Arnaud Meunier, en tant que RSSI d'un centre hospitalier, est-ce qu'on est plus serein dans la manière d'aborder son métier quand on sait que derrière nous, on a à disposition un écosystème aussi fourni que celui de la Bretagne? Et justement, quel impact vont avoir les infrastructures qui vont être lancées en 2023 pour vous? Non, c'est vrai que je suis dans la cybersécurité, je suis un jeune RSSI, ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint le groupe des RSSI. On a tous un peu des profils différents. Ce que je peux en dire au niveau de la région de Bretagne, que c'est une chance. Premièrement, on a la chance d'avoir une animation du réseau. Quand vous arrivez, vous êtes nouveau dans un métier, même si ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les systèmes d'information, mais pas sur le volet cybersécurité, sur d'autres volets. On a de la chance d'être fédéré et de bénéficier de l'expérience des autres.
Moi, j'avais travaillé pour l'hôpital, à côté de l'hôpital, mais jamais dans l'hôpital. Donc déjà aussi, c'est une nouveauté pour moi. L'autre nouveauté, c'est que le métier de la cybersécurité, comme tout métier, il a ses propres règles, processus qu'il faut comprendre. Et donc, le travail extraordinaire que fait le GCSI Santé, de fédérer, d'animer le réseau, je dis chapeau parce qu'effectivement, on a tous des profils différents, on a tous besoin des uns des autres parce qu'en fait, un RSSI dans un établissement de santé, c'est quelqu'un qui est un peu isolé. Vous voyez, le RSSI, c'est celui qui met des contraintes à tout le monde. Donc, c'est celui qui n'a pas de copains, puisqu'il met des contraintes aux agents de la DSI, donc il ralentit les projets, il met des contraintes aux utilisateurs finaux parce qu'ils n'ont pas leur application pour pouvoir bosser comme ils le veulent. Et donc, d'être fédéré cette animation, c'est juste fantastique. Et je remercie énormément notre grade et Gilles qui, lui, incarne cette mission, qui arrive à nous fédérer avec nous tous des profils différents. Il faut quand même fédérer un groupe sans avoir de légitimité hiérarchique. Donc, je trouve ça très, très bien. On collabore sur plein de sujets, sur des sujets comme les plans de gestion de crise cyber, prestataire de réponse à incidents de sécurité, exercice de crise cyber, sensibilisation, campagne d'hameçonnage. Donc il y a un panel assez important de solutions que nous apporte le GCSI Santé, qui sont bien, et aussi au-delà des solutions, des façons en fait de positionner cette activité dans un hôpital. Et puis après, si on élargit un petit peu, merci la Bretagne, belle région, terre de cybersécurité, puisqu'effectivement, historiquement, la Bretagne a vraiment une grosse empreinte cybersécurité avec l'installation de la DGA il y a déjà quelques années, les équipes de l'ANSSI qui vont prochainement rejoindre Rennes et la création d'un campus cyber. On en a besoin. C'est fédérer les écoles, fédérer la recherche, fédérer les entreprises. Et nous aussi, en tant que maîtrise d'ouvrage, moi j'y suis tout à fait favorable et je suis ravi d'être ici en région Bretagne. Nicolas Terrade, vous, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui va bientôt avoir son CISERT, comme la région Bretagne. Qu'est-ce que sa présence aurait pu apporter lors de l'attaque et qu'est-ce que sa future présence va vous apporter? Alors du soutien, tout simplement, ne serait-ce qu'au moment de l'attaque, effectivement, on aurait pu avoir un soutien supplémentaire de proximité. L'idée, c'est vraiment que les CISERT, et notamment le campus cyber qui va s'ouvrir sur Bordeaux, va pouvoir nous amener de nouvelles solutions que nous allons pouvoir déployer sur du court terme avec un appui de proximité. Toujours pareil, avec la garantie d'avoir un retour éventuel beaucoup plus rapide que si ce n'avait été au niveau national. Donc ce qui est intéressant, c'est la mise à disposition de solutions, c'est leur soutien, toujours pareil, de proximité pour avoir une intervention éventuelle la plus rapide possible, soit-elle. Voilà, c'est vraiment se sentir épaulé aussi. C'est important dans ces situations-là de ne pas se sentir seul, parce que c'est ce que vous êtes au début. Quand vous êtes cyberattaqué, au départ, vous êtes vraiment seul face à la terre entière. Et savoir que vous avez certains interlocuteurs de proximité qui sont en capacité de répondre et de vous accompagner dans ce type d'incident, ça c'est vraiment très important. Ouais. Gilles Laroche, tout à l'heure, vous parliez justement de l'écosystème de la Bretagne. Alors, est-ce que la présence de l'armée, avec la DGA notamment, et la présence d'académiques, rendent-elles la région et ses établissements de santé mieux armés, mieux sensibilisés aux problèmes de cybersécurité? Alors c'est vrai que sur la partie académique, c'est vraiment une richesse, puisque justement, on peut bénéficier d'alternants, effectivement, et ça, c'est une proximité qui est vraiment précieuse aujourd'hui. Enfin, de notre côté, on fait appel à deux alternantes, justement, sur le sujet, et c'est vrai que c'est vraiment très précieux aujourd'hui dans les projets que l'on mène. Sur la partie donc, de l'armée, effectivement, on ne s'est pas encore trop rapproché de cet écosystème, mais c'est vrai qu'on a une force en Bretagne, justement, on a la chance d'avoir effectivement, par exemple, le COP Cyber ou la DGAMI, et je pense qu'on a tout intérêt, effectivement, à un moment donné, et prochainement, je l'espère, à se rapprocher d'eux pour bénéficier de leur expertise sur certains sujets, voir effectivement ce qu'on pourrait apporter aux établissements de santé ensemble. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop creusé, mais c'est vrai qu'on a une chance de l'avoir et ce serait peut-être le moment de se rapprocher d'eux, justement. Ouais. Nicolas Terrade, si vous étiez de nouveau confronté à une situation de cyberattaque, que changeriez-vous? Y aurait-il des éléments que vous changeriez dans votre manière d'aborder l'attaque ou pas du tout? Alors si je devais reconnaître la même situation que j'ai connue il y a un an et demi, quand je démissionne,
Non, plus sérieusement, non, mais forcément, on a une expérience de la cyberattaque, donc on sait exactement l'ordonnancement des étapes à mener. On va pas refaire le sujet, mais effectivement, la déclaration des incidents, etc. Ce que je changerais peut-être, euh, alors c'est facile à dire aujourd'hui, hein, puisqu'on a subi cette cyberattaque, c'est la gestion de crise au niveau organisationnel, c'est-à-dire meilleure communication, surtout auprès des agents, des centres hospitaliers. Avoir un outil qui permette, ne serait-ce que de continuer cette communication qui nous permettrait de mieux appréhender et de mieux gérer cette crise, ne serait-ce que par des échanges de messages, à titre informatif ou avoir effectivement un tableau redaté des différentes actions à mener, avec un ordonnancement pardon, des différentes tâches à affecter aux différents agents. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là organisationnel qu'on améliorerait en fait. Voilà. C'est très très important, c'est la pierre angulaire en fait pour retrouver la sérénité dans une équipe et savoir qui doit faire quoi. C'est vraiment très important. Ouais. Arnaud, à la suite de cette attaque, est-ce que vous avez mis en place de nouveaux process, de nouvelles manières d'anticiper les attaques dans votre établissement? Alors, essentiellement, ça a été utilisé dans une finalité qui est la sensibilisation. Alors, ça, c'était quand même la première finalité. Et c'est un travail qu'on est en train de mener maintenant, c'est effectivement s'inspirer, alors cette fois-ci pas uniquement de la cyberattaque de l'hôpital de Dax, mais hélas des autres, pour croiser en fait les informations, pour nous préparer dans la construction de notre plan de gestion de crise cyber. On a besoin, voilà, on a besoin de s'organiser, vient de le dire Nicolas. L'organisation c'est capital. Pour l'avoir vécu sur des incidents de sécurité beaucoup plus mineurs et pas d'origine malveillante, ou quoi que si, j'en ai eu un sur une maison de retraite, c'était un rançongiciel, mais bon, voilà, c'était un petit établissement. C'est quand même le chaos, hein. Ça court dans tous les sens. On a du mal à piloter comment dire, les différentes actions qui sont menées, à la fois sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect communication. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un véritable plan de gestion de crise cyber. Et il évoquait ce matin, Nicolas, dans sa présentation, c'est définir à l'avance les services qu'on doit rétablir en premier, prioriser les services cliniques que l'on doit rétablir en premier. Et donc oui, ça change puisque on a un groupe de travail qui est maintenant constitué de notre médecin référent en cyber, de notre cadre de santé référent de cyber, plus d'autres personnes du dispositif médical de crise, tout ce qui touche à la gestion de crise, et on est en train de compiler en fait toutes ces informations qui viennent de partout. Donc ça va être le gros travail de 2023 qu'on a déjà commencé, mais qu'on n'a pas contextualisé vraiment et on ne s'est pas assez inspiré des cyberattaques. On va même se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage en gestion de crise. Donc oui, ils nous ont donné le matériau, le matériel pour faire le job. C'est à nous maintenant de prendre toutes ces différentes sources d'informations de façon, à nouveau, comme je le répète, de réduire l'impact à la fois psychologique et organisationnel que ça peut représenter. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le centre hospitalier de Quimper-Cornouailles soit prêt à faire face à une cyberattaque avec tout ce qui a été mis en place à la suite de l'attaque de Dax et ce qui va être mis en place avec la Bretagne? Vous voyez, les plus grandes entreprises de l'ingénierie française et internationale, même spécialistes en cybersécurité, se font eux-mêmes attaquer. Donc, vous imaginez bien que l'intrusion dans le système d'information sur un secteur d'activité comme la santé, qui jusqu'à présent est complètement dans une logique de bienveillance et d'ouverture en 24/7, n'est pas, comment dire, compatible avec le niveau des cyberattaquants. Donc, hélas, malgré les efforts qui sont pris par la direction et qui vont continuer maintenant pendant des années, qui ne s'arrêteront probablement, hélas, jamais, hein, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère, font que ça s'améliore, mais qu'on est tout à fait exposé à une cyberattaque. Et vous, Nicolas Terrade, justement, est-ce que vous considérez que le centre hospitalier de Dax est moins vulnérable maintenant? Alors, oui, comme je l'ai expliqué durant la présentation, on a essayé de démultiplier les solutions de sécurité afin de rendre la tâche, on va dire, plus difficile aux hackers ou à l'attaquant pour qu'ils se disent voilà, c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai grillé quelques jokers, je préfère aller entre guillemets voir ailleurs.
Donc se dire qu'on est inattaquable, ça, comme il indique, c'est impossible, c'est impensable. Ou alors celui qui pense ça, il n'a pas bien saisi l'importance aujourd'hui de la cyber. Donc voilà, le but, c'est de s'armer au mieux pour minimiser l'impact si on doit se faire attaquer, pour pouvoir remettre à disposition les éléments qui ont été attaqués le plus vite possible et limiter l'impact au niveau des agents du centre hospitalier pour qu'ils puissent continuer à prodiguer leurs soins dans l'intégralité des services. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous. Très bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. L'équipe de BDI vous souhaite une bonne journée.